Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire d'un homme qui s'appelle Jean Gaboriau. Bonjour. Son parcours est un carrefour assez incroyable. Oui, un carrefour entre, on va dire, la France des colonies de vacances, les couloirs un peu feutrés de l'UNESCO à Paris et, chose encore plus surprenante, Oui, un jeu éducatif venu tout droit de Sibérie. c'est une trajectoire pour le moins inattendue, c'est le mot. Absolument. Et notre source principale pour cette exploration, c'est un article de G.V. Tomsky qui a été publié dans la revue Concorde. D'accord. Et Tomsky, qui est lui-même un personnage, expert à l'UNESCO et inventeur de ce fameux jeu, il y raconte son amitié et sa collaboration avec Jean Gaboriau. Et son histoire, elle nous donne un aperçu fascinant de ce qu'on pourrait appeler une France mosaïque. Mhm. C'est un récit qui mélange le tourisme social, éducatif, l'innovation par le jeu et une histoire familiale mais alors complètement cosmopolite. Ça nous emmène de la Bretagne à Saint-Pétersbourg. C'est fou. Alors pour explorer tout ça, je pense qu'on va suivre le fil de leur rencontre. On commencera par la naissance de ce partenariat assez improbable autour de ce jeu. D'accord? Ensuite, on voyagera avec eux dans les lieux qui ont marqué leur collaboration, en France, des Alpes à la côte atlantique. Et pour finir, on se penchera sur les racines de Jean Gaboriau, parce que c'est là, je crois, que tout prend vraiment son sens. Exactement. Alors, allons-y. On est en décembre 1993, au siège de l'UNESCO à Paris. L'atmosphère est assez officielle. On célèbre le centenaire de Platon Oyunsky. Un nom qui n'est pas très connu ici. Non, mais c'est une figure intellectuelle et politique très importante de la République de Sakha en Sibérie. On l'appelle aussi la Yakoutie. Et pour marquer le coup, une délégation yakoute absolument énorme arrive à Paris. On parle de près de 200 personnes. 200 personnes. Ouais. Et ce ne sont pas que des officiels. Il y a des ministres, des artistes, mais aussi, et c'est ça qui est important, énormément de jeunes, des scolaires. C'était un événement culturel majeur. Attendez, 200 personnes, dont plein d'enfants, qui débarquent de Sibérie à Paris. C'est un cauchemar logistique, non? Comment on gère l'hébergement, les transports, la nourriture pour un groupe pareil? C'est un défi colossal. Et c'est précisément là qu'intervient Jean Gaboriau. C'est son association, VBI, qui signifie Vacances Buissonnières Internationales. Joli nom. Oui, et c'est cette association qui décroche le contrat pour gérer toute la logistique de la délégation. C'est dans ce contexte un peu fou que G.V. Tomsky, notre source, qui travaille à l'UNESCO, fait sa connaissance. C'est quand même surprenant. Comment une association de centres de vacances se retrouve à gérer un événement diplomatique, culturel, de cette ampleur pour l'UNESCO? On imagine plutôt des agents spécialisés, quoi. C'est là toute l'originalité de la situation. VBI avait une expertise dans l'accueil de grands groupes de jeunes, et c'était ça, la partie la plus complexe à gérer. Ah d'accord. Gaboriau avait le réseau, il avait le savoir-faire. Et cette rencontre, qui aurait pu être purement professionnelle, ponctuelle, va en fait devenir le point de départ d'une amitié de 30 ans. Et d'une collaboration qui va changer beaucoup de choses. C'est vraiment la rencontre de deux mondes. Oui, le monde très institutionnel de l'UNESCO et celui très concret du terrain associatif français. Et de cette rencontre va naître un projet, centré sur une invention de Tomsky. Et là, on arrive au cœur de leur partenariat. Un jeu de société, Gypto. C'est un jeu éducatif que Tomsky a conçu pour stimuler la créativité et la pensée stratégique. D'accord. Et encore une fois, l'UNESCO va jouer un rôle de catalyseur un peu par hasard. Comment ça? L'idée de donner une envergure internationale au jeu, elle vient de Colin Power. C'était à l'époque le directeur général adjoint de l'UNESCO pour l'éducation, un Australien. Ok. Lors d'un voyage en Yakoutie, il voit comment le jeu est utilisé dans les écoles. Il est très impressionné par le potentiel pédagogique et il lance l'idée à Tomsky. Vous devriez créer une fédération internationale pour ce jeu. Ah, et c'est de là que naît la FIGIP, la Fédération internationale de Gypto. Exactement. Et Tomsky, du coup, il se tourne naturellement vers son nouvel ami français, Jean Gaboriau, qui a le terrain de jeu idéal pour le diffuser, ce Gypto. Bah oui, son réseau de centres de vacances VBI partout en France. Et ils perdent pas de temps, j'imagine. Pas du tout. Dès l'été suivant, en 1994, les voilà partis pour ce que l'article appelle un tour de France de Gypto. Ils font la tournée des centres VBI pour présenter le jeu aux enfants et aux animateurs. Et ce périple, c'est déjà une carte postale de cette France mosaïque dont on parlait au début. Ils restent pas à Paris. Ah non, pas du tout. On les imagine bien dans leur voiture, traversant le pays avec leur boîte de jeux. L'article décrit 3 étapes. D'abord, un chalet dans les Alpes, à Saint-Sorlin-d'Arves. Ensuite, changement radical de décor. Un ancien monastère transformé en centre de vacances au bord de la Méditerranée. Et enfin, direction la côte atlantique
pour un camp sous tente sur l'île d'Oléron. On a vraiment l'image de la France des colos diverses, ancrées dans des paysages très différents, qui s'apprêtaient à accueillir un jeu sibérien. C'est assez politique. Oui. Et comment il est reçu, ce jeu? Est-ce que ça prend tout de suite avec des enfants français qui sont en vacances pour s'amuser, pas forcément pour faire des exercices de stratégie? La réaction est excellente. Jean Gaborio lui-même, il est cité dans l'article, et il est très analytique. Il dit que le jeu est idéalement adapté pour les centres de vacances. Et il explique pourquoi. Oui, il donne plusieurs raisons. D'abord l'esthétique, les couleurs, la forme des pions, ça intrigue les enfants. Ensuite, la simplicité des règles de base, ce qui permet de lancer une partie très vite, n'importe quand dans la journée. Donc c'est facile d'accès. Très. Mais il y a un autre aspect qu'il souligne et qui est crucial en contexte de loisir. Il dit que c'est une activité intellectuelle qui n'est pas fatigante pour le cerveau. Ah, ça c'est important. Oui, c'est stimulant, mais ça reste un jeu, une détente. Et selon lui, les enfants sont tout de suite accros au côté original, à la compétition saine et au fait de pouvoir mesurer leur progrès. C'est la validation par le terrain, en somme. Mais le test ultime, si j'ai bien compris, va avoir lieu dans un endroit encore plus cosmopolite que les centres Vivi. Oui, le test ultime se passe au Club des enfants de l'UNESCO à Paris. C'est un microcosme incroyable. Il accueille les enfants de 3 à 11 ans, du personnel de l'UNESCO. Donc on a des enfants qui viennent de dizaines de pays différents, avec des cultures, des langues, des approches du jeu complètement différentes. C'est ça. Si le jeu fonctionne là, il peut fonctionner partout. Et alors, le verdict? C'est un triomphe. La responsable du club, une certaine Analyse, fait un retour d'expérience très éclairant. Elle dit que malgré cette immense diversité, tous les enfants sont rapidement captivés. C'est bon signe. Oui, et elle observe quelque chose de très intéressant. Ce qui leur plaît, c'est pas seulement la facilité des règles, c'est aussi la possibilité de les adapter, de les interpréter. Les enfants s'approprient complètement le jeu. Ah oui? Ils en viennent même à fabriquer leurs propres pions et leurs propres tapis de jeu. C'est la preuve que l'objectif de stimuler la créativité est atteint. C'est la consécration, en effet. À partir de là, j'imagine que le projet prend une autre dimension. Absolument. Dès 1995, cette dynamique débouche sur l'organisation de tournois internationaux de Gypto, soit au siège de l'UNESCO, soit dans les centres de VVI. Et l'histoire est belle, non? Un jeu sibérien, repéré par un Australien l'UNESCO et popularisé en France par un homme aux racines multiples. On voit bien comment les pièces de ce puzzle international s'assemblent. C'est ça. Et ces connexions, elles sont pas juste abstraites. Elles s'incarnent dans des lieux très précis en France que l'article nous fait découvrir. C'est intéressant de voir où VBI était implanté. Oui, ces lieux racontent aussi une histoire. Prenons le principal, celui des Alpes. Saint-Sorlin-d'Arves. C'est un village de cartes postales, avec son église baroque de 1603. Ah oui, et c'est là que se trouve le chalet des Trois-Lacs, qui a été le cœur battant de VBI pendant plus de 40 ans. L'article fait une comparaison assez parlante à propos de cet endroit. Oui, il cite un témoignage qui compare la station à Courchevel en termes d'infrastructures de ski. Le domaine est immense, la qualité est là, mais la notoriété n'a rien à voir. Et pourquoi? La raison donnée est simple. Il n'y a pas d'aérodrome pour accueillir les jets privés. Ce détail sur l'aérodrome est très révélateur. Ça en dit long sur la philosophie du projet. Totalement. Gaborio, il s'inscrit pas dans le tourisme de luxe, dans l'exclusivité de Courchevel. Il est dans une démarche d'ouverture, plus populaire, plus associative, plus familiale. Le choix même du lieu de son centre principal reflète sa vision. C'est un tourisme qui se connecte au terroir. Oui, l'article mentionne d'ailleurs les fermes fromageries du coin. On est loin du bling-bling. Donc les Alpes, c'est un point d'ancrage central. Mais VBI n'était pas que montagnarde. L'article nous emmène aussi sur la côte atlantique, dans un tout autre décor. Oui, direction les Sables d'Olonne, une station balnéaire très connue qui est devenue un autre lieu majeur pour les événements de la FIJP. La Fédération de Gypto, c'est un lieu qui a une histoire très forte. Fondée au XIIIe siècle, elle a été le premier port de pêche à la morue du royaume au XVIIe siècle. Et pour l'anecdote, c'est la ville natale du pirate François l'Olonnais. Ah oui, un des plus sanguinaires des Caraïbes, si je me souviens bien. Lui-même. Une histoire rude, maritime, mais ce n'est pas l'image qu'on en a aujourd'hui. Non, c'est clair. Non, car la ville bascule à la fin du 19e siècle. L'arrivée du chemin de fer, la construction d'un casino, elle se transforme en station balnéaire à la mode, avec ses villas, sa grande promenade, le Remblai. Et c'est intéressant de voir les activités de VBI s'implanter là, dans ce lieu qui est lui-même une superposition d'histoires. Le grand large des pêcheurs et des pirates, et puis l'arrivée du tourisme moderne.
Tout à fait. Et au-delà de ces deux pôles, l'article mentionne d'autres endroits? Oui, rapidement. On voit une photo du château des Hodges en Dordogne, qui était un autre centre de l'association. Et il y a aussi une photo qui montre une visite au château de Chenonceau, dans la Loire. Ce qui souligne que la philosophie de VBI, c'était pas juste le jeu ou le sport. Non, il y avait une vraie volonté de faire découvrir le patrimoine culturel français. C'était un projet complet, quoi. Le jeu pour l'esprit, la nature pour le corps et la culture pour l'âme. C'est une belle formule. Ce Tour de France des centres VBI dresse un portrait assez clair de l'homme et de son projet. Oui, mais pour vraiment comprendre d'où il vient, il faut s'intéresser à ses racines. Et là, l'histoire devient encore plus riche. Sa propre vision de la France, d'ailleurs, est la clé pour tout comprendre. En effet, l'article le cite directement. Pour lui, la richesse de la France, c'est sa mosaïque de nationalités. Il ne voit pas l'identité française comme un bloc monolithique, mais comme une agrégation de cultures. C'est une vision très ouverte. Très. Et il ancre cette identité dans la culture et la pensée en disant que la France est une terre d'écrivains depuis plus de 1000 ans. Et il cite comme preuve le tout premier texte littéraire, la Cantilène de Sainte-Eulalie. Qui date de la fin du IXe siècle, c'est ça? C'est ça. Et sa propre histoire familiale est l'illustration parfaite de cette mosaïque. C'est presque un cas d'école, en commençant par sa mère. Alors là, on est en plein dans l'Europe cosmopolite du début du XXe siècle. Oui, son grand-père est russe, né à Saint-Pétersbourg. C'était un diplomate de l'Empire russe, consul en Norvège, puis en France. L'article montre même une photo de son passeport diplomatique. Incroyable. Sa grand-mère, elle, était française, mais issue de parents belges. Et où est-ce qu'ils se rencontrent? À Monte-Carlo. Évidemment. Le lieu cosmopolite par excellence. On est dans un univers de diplomatie, de voyage, de haute société européenne. C'est fascinant. Et si on passe du côté de son père, on change complètement de monde, n'est-ce pas? Radicalement. Côté paternel, on plonge dans la France profonde, la Bretagne. Ses ancêtres viennent de l'île de Groix, une petite île au large de l'Orient. On a pu remonter leurs traces jusqu'en 1677. Un monde de marins, de pêcheurs. Exactement. Une France tournée vers l'océan, très enracinée. Mais même dans cet univers, il y a une trajectoire de mobilité sociale et intellectuelle assez fulgurante. Oui, et c'est l'histoire de son père, Paul Gaboriau. Né sur cette petite île en 1906, il va devenir un ingénieur et un inventeur absolument brillant. Il monte à Paris? Il monte à Paris pour faire la prestigieuse École nationale de physique et de chimie. Il travaille brièvement chez Thomson, puis il décide de créer sa propre entreprise. C'est incroyable. On passe d'une famille de pêcheurs sur une île bretonne à un inventeur de génie qui dépose 50 brevets. Comment on explique un tel saut? C'est la méritocratie républicaine à l'œuvre, et il ne fait pas semblant. Il conçoit des émetteurs-récepteurs, des goniomètres, il invente surtout des sondeurs à écho qui vont révolutionner la pêche. Ah oui, L'un de ces appareils a même été exposé au musée de la science à Paris. Il a équipé toute la flotte de pêche de l'Orient, sa région d'origine. et après ça? Plus tard, il invente un accordeur électronique pour instruments de musique qui se vend dans le monde entier. Au total, une 50aine de brevets à l'INPI. C'est fou d'imaginer ça. Un accordeur que des musiciens partout dans le monde ont peut-être utilisé a été conçu par le fils d'un pêcheur de l'île de Groix. C'est une trajectoire unique. C'est exceptionnel. Et donc, Jean Gaboriau est le produit de ces deux mondes, qui n'auraient jamais dû se rencontrer. L'héritage cosmopolite et diplomatique de sa mère et l'héritage breton, terrien, mais tourné vers l'excellence technique de son père. Et cette mosaïque, elle ne s'arrête pas à lui. Il la prolonge avec sa propre famille. Oui, il épouse Maria, qui est d'origine polonaise, venue en France pour ses études de journalisme. Et ensemble, ils ont 3 fils, dont les parcours, là encore, sont très différents et très parlants. Le premier, David, il suit un chemin assez médiatique. Oui, après des études de langue, une école de commerce, il plaque tout pour se lancer dans la cuisine. Il connaît le succès, il passe à la télévision. Et l'article le décrit comme un ambassadeur de la cuisine française populaire. Il incarne une forme très moderne de transmission culturelle, à travers les médias et l'entrepreneuriat. C'est ça. Et les 2 autres frères ont pris une direction radicalement opposée. Complètement. Ludovic et Xavier, eux, sont retournés à la terre, ou plutôt à la montagne. Ils sont profondément liés aux Alpes, là où se trouvait le chalet familial. Ah oui, Ils sont tous les deux devenus guides de haute montagne et moniteurs. L'un est aussi spécialiste de VTT et chercheur de cristaux, l'autre est également pisteur secouriste. ils incarnent un lien presque viscéral au territoire, à la nature, à la transmission d'un savoir-faire très technique, très physique.
C'est une fratrie qui représente bien la diversité des possibles. L'un devient une figure publique dans la gastronomie, les deux autres choisissent une vie d'expert de la montagne, loin des projecteurs. Oui, Chacun a pioché à sa manière dans cet héritage familial incroyablement riche, pour tracer sa propre voie. c'est ça. On a la dimension internationale et de communication d'un côté, et l'ancrage terrien et l'expertise technique de l'autre. Les deux branches de l'héritage familial se retrouvent exprimées dans la génération suivante. Alors, si on essaye de rassembler toutes les pièces, que nous dit cette histoire? Le parcours de Jean Gaboriau est tellement plus que celui d'un organisateur de colo. Ah oui, largement. C'est le portrait d'un homme qui incarne cette mosaïque qu'il utilise pour décrire la France. Il est un pont entre les cultures, un héritier de l'innovation, un passeur de savoir. Oui, et son parcours montre très concrètement comment des initiatives locales, ancrées dans des petits villages français, peuvent devenir des plateformes d'échanges culturels, intellectuels de portée mondiale. Et tout ça grâce à une rencontre fortuite dans les couloirs de l'UNESCO et à un projet innovant comme le jeu JPETO. C'est une magnifique illustration de la façon dont le local et le global peuvent non seulement coexister, mais s'enrichir mutuellement.